Bonjour à tous. Merci de suivre aussi nombreux cette conférence Être zen, ça s'apprend et nous allons vous le prouver. 9 Français sur 10 se disent stressés et comme nous le savons, comme nous l'avons même expérimenté, la pandémie de Covid-19 n'a rien arrangé. Et pourtant, il est possible de vaincre cet état, de retrouver le chemin de la sérénité. C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Benjamin Libzinski. Nous sommes extrêmement heureux et honorés de vous recevoir. Vous êtes praticien en psychothérapie brève, hypnothérapeute, coach, créateur de la chaîne YouTube dédiée à l'hypnose. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages dont Être zen, ça s'apprend. Il y aura d'ailleurs une séance de dédicace à partir de 16h. On retrouvera 2 de vos ouvrages. Être zen, ça s'apprend et bien dormir, ça s'apprend. Mais là, tout de suite, voilà, avant peut-être notre séance, je vous propose peut-être de nous dire pourquoi nous sommes stressés et comment on peut envisager de se sortir de cet état, et est-ce qu'on peut en sortir seul ou faut-il être accompagné? Vous avez le micro. Effectivement, on parlait tout à l'heure du nombre de personnes qui sont stressées. C'est 9 Français sur 10. Et les chiffres ont augmenté à peu près de 25%. Donc on peut dire qu'on est tous à peu près stressés. Et le stress que j'aimerais que vous ayez comme idée, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Non seulement parce qu'on est dans une société où on est très stressé, stressé par le travail, stressé par la pandémie, mais aussi il faut considérer que le stress, ça regroupe d'autres pathologies. Par exemple, les crises d'angoisse, ce sont des pics de stress. Les phobies, ce sont des pics de stress qui sont liés à des situations bien précises. Et même la dépression, on peut considérer, c'est plus agréable, on peut considérer que c'est une sorte d'anesthésie au stress. Donc moi, je commence mon livre en disant que j'aime le stress. Alors j'aime le stress pour plusieurs raisons très simples. La première, c'est que quand on parle aux gens de stress, on sait de quoi on parle. On se sent tous stressés, on sait à quoi ça correspond. C'est pas un terme nébuleux, c'est pas comme l'anxiété, c'est pas comme l'angoisse. Le stress, ça nous parle. Ensuite, le stress, ça touche 80% des problèmes qu'on peut tous avoir au cours de notre vie. Donc les crises d'angoisse, c'est à peu près 15% de la population. Les phobies, 20%. La dépression, à peu près 20% également. Et je pars du principe, et j'y crois fortement, que le stress, on devrait tous travailler dessus, et qu'on devrait au moins le faire avant une thérapie ou au moment où on débute une thérapie. Parce que la plus grande partie des problèmes courants diminuent avec la baisse de stress. Et le stress, on en parle tout le temps. 80% des gens ont peur de prendre la parole en public. Alors, je regarde, mes mains sont un peu moites, ma voix est un peu rauque, ma respiration un peu courte. Ah, je suis peut-être stressé. Alors non, c'est pas tout à fait vrai, je suis plutôt à l'aise en public. Mais c'est vrai que si on demandait à vous de venir ici et de vous adresser au public, vous savez, ce moment désagréable où on se dit je suis bien planqué dans le public, et puis on vous dit mais venez témoigner, venez parler, venez partager. Là, vous auriez du stress. Une erreur qui est courante et contre laquelle je lutte au maximum, c'est l'idée qu'on est stressé, qu'on est naturellement anxieux. Pourquoi ? Parce que si on se dit « je suis anxieux », c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à accepter, on va le supporter et rien ne faire contre. Or, travailler sur le stress est excessivement facile. Je vais vous en parler un petit peu. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de passer de la théorie à la pratique. Moi, je suis comme saint Thomas, c'est-à-dire je ne crois que ce que je vois ou que ce que je touche. Et avec cette démonstration d'hypnose, vous aurez l'occasion de voir que vous pouvez être davantage calme. Alors,
comment on traite le stress? D'abord, il y a des repères tout simples à mettre dans sa vie. C'est-à-dire qu'au travail, il faut faire des pauses toutes les heures et demie. Ça correspond au cycle ultradien, des moments où la tension baisse. Quelle qu'en soit la raison. C'est-à-dire que de toute façon, si vous faites des pauses, vous serez plus productif après. Mais il faut respecter ces pauses. Il faut faire une vraie pause à l'heure du déjeuner parce que à ce moment-là, on a une baisse de l'activité métabolistique. On a besoin soit de faire une sieste, soit de se relaxer ou au moins de faire une vraie pause. Donc si vous avez la malchance d'avoir des pauses qui durent 15 minutes, une demi-heure au déjeuner, c'est vraiment une mauvaise chose. Et puis, en plus de ces pauses, il faut éviter la dispersion. C'est-à-dire essayer de faire un type d'activité, puis un autre, puis un autre. Très clairement, on n'est pas fait pour multitasker. Mais si déjà vous faites ça, c'est simplement... on s'occupe de moi, c'est agréable. Simplement... C'est bon. Une petite pause technique pour qu'on vous entende encore mieux, Benjamin. Les aléas du direct. Là, et ça va. Et c'est pas pour vous stresser. Hein. Trop fort. Ouais, moi aussi, ça me rend un petit peu sourd. Hein. Je me disais que j'étais le seul à le remarquer. Vous étiez tous en train de souffrir dans votre coin, je suis désolé. Bon, en tout cas, si, là, ça me c'est trop très fort, bien. Vous me le dites. Hein. C'est parfait. Et j'en ai complètement perdu mon fil. Ouais. Donc, les repères pour baisser le stress. Le sommeil aussi, c'est important. 2/3 des personnes parmi vous ne dorment pas 8 heures par nuit. Et ça augmente le stress. Si on veut être plus calme, il faut essayer de se coucher tous les jours à la même heure et de se réveiller à peu près à la même heure et d'avoir ces 8 heures de sommeil. C'est extrêmement simple, mais rien que ça, déjà, votre niveau global de stress va baisser. Ensuite, ce qui est important, c'est de se dire que, alors c'est le titre de mon livre, mais être zen, ça s'apprend. Dès qu'on fait de la relaxation, quelle qu'elle soit, il se passe 2 choses. Le système parasympathique se renforce, le frein à stress, et quand on s'expose ensuite à des stress, quels qu'ils soient, on se désensibilise. Donc si vous avez une stratégie, quelle qu'elle soit, prenez de la méditation, de la respiration, de la détente musculaire, et que vous le faites vraiment tous les jours, fréquemment et plutôt avant les moments de stress qu'après, vous allez vous sentir littéralement de plus en plus calme. Et ce n'est pas une condamnation à vie. Ça demande juste de faire ce travail pendant 1 mois, 2 mois, sérieusement, et vous apprendrez à être calme. Une chose que j'apprécie particulièrement et que vous connaissez tous maintenant, c'est la méditation. Il y a 10 ans, la méditation n'était pas aussi courante que ça. Quand on pensait à méditation, on voyait un moine tibétain en lévitation qui faisait le vide dans son cerveau. Maintenant, ça fait partie des mœurs, des habitudes. Et ce que j'apprécie dans la méditation, c'est qu'elle a montré qu'on pouvait travailler sur son stress sans en connaître la cause et simplement par une pratique, par un outil, apprendre à être calme. Mais à mon sens, la méditation n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent tomber. On écoute l'application que tout le monde connaît, on écoute les quelques méditations gratuites et puis après on s'arrête. C'est un peu casse-pied la méditation. Alors que, par exemple, l'hypnose, ça peut être excessivement créatif. On peut s'amuser, on n'a pas d'effort à faire et on est dans quelque chose qui est extrêmement proche, sauf que vous allez vous détendre beaucoup plus. Donc, si vous avez envie de travailler sur le stress, dans le fond, on se fiche des causes et plus les causes sont anciennes, plus on s'en fiche et au lieu de ça, mettez en place énormément de relaxation. On peut peut-être voir une technique de relaxation comme ça en 1 minute. On prend la plus simple. On inspire par le nez et on laisse l'air sortir par la bouche, sans bruit.
Comme ça. Et vous voyez, l'expiration par la bouche est plus lente. L'alternance ralentit la respiration. Et il suffit de continuer comme ça, très tranquillement, et de se laisser porter. On va sentir les muscles qui vont se détendre au fur et à mesure. On peut même faire un peu de visualisation, imaginer un air bleu et chargé de calme qui se diffuse dans les poumons, quelque chose de joli comme ça, et puis un air rouge qu'on laisse partir. Et si vous le faites suffisamment longtemps, votre stress va diminuer de plus en plus, et c'est quelque chose de mécanique, et c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment. Quelqu'un vous parle, vous pouvez faire cette technique de respiration. Autre technique rapide, la méthode Jacobson. Vous contractez tous les muscles, vous assumez la grimace, le regard bizarre, vous fatiguez vos muscles et après les muscles se détendent. Donc si vous faites ça là maintenant, 3 fois, allez-y, essayez. Pour ceux qui ont le courage, vous n'êtes pas filmé, je suis le seul à être filmé. Contractez les muscles, faites-le bien, fatiguez-vous et après vous allez vous détendre. Alors, juste avant la conférence, il y a une personne qui m'a dit « Je voudrais apprendre à arrêter de trop penser ». C'est compliqué, parce que si on essaye de ne pas penser à un éléphant rose, on y pense forcément. C'est-à-dire, plus on essaye de ne pas penser, plus on pense. Eh bien, il y a une technique très simple qui s'appelle la saturation. On passe une demi-heure, montre en main, à forcer ses ruminations, à imaginer le pire et le pire et le pire. Et vous savez ce que ça crée ? Pas de nouvelles névroses, mais une fatigue, un ras-le-bol. Et à la fin, on arrête de penser simplement parce qu'on est arrivé à saturation. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire sur 3 semaines. C'est pas compliqué. Et comme ça, on apprend à arrêter de penser. Donc pour moi, le but de mes livres, de ma pratique, de ma chaîne YouTube, c'est de transformer quelque chose d'un peu nébuleux et compliqué en une méthodologie, en une autothérapie, en des choses qu'on peut faire soi-même. Alors, on va faire une séance d'hypnose. Alors, elle sera forcément un petit peu courte. Tout le monde est capable de faire de l'hypnose. Je ne vais pas faire comme Mesmer et faire des tests de suggestibilité pour voir qui est un bon client. Et logiquement, vous allez vous détendre de plus en plus. Si ça ne vous plaît pas, vous gardez les yeux ouverts et vous regardez vos voisins. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire de l'hypnose. Alors, j'avais imaginé une séance d'hypnose où on rêvait en imaginant qu'on est un goéland. On est près de la Méditerranée, c'est Nice, je me disais, ça ira bien dans le contexte. Mais si quelque chose vous tente, une expérience, n'hésitez pas, sinon on se lancera là-dedans. On se lancera avec le goéland, sauf si, voilà, n'hésitez pas, si vous avez une idée, une envie. Non, c'est parfait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va garder le goéland. Ce que je vais vous demander, c'est déjà dans votre tête de noter votre stress de 0 à 100. Tout simplement, le ressenti dans le corps. Comme ça va être un petit peu court, on n'aura pas le temps de baisser bien les ruminations, mais vous aurez déjà une baisse de la tension ressentie. Alors, c'est vraiment très simple, l'hypnose. L'idée, c'est de s'abstraire de l'extérieur. On commence au départ à fixer un point devant soi, un petit peu au-dessus de sa ligne de regard. Et puis après, on se laisse bercer, vraiment comme si je vous chantais une chanson ou si je vous racontais une histoire pour vous endormir. Il n'y a pas plus d'effort à faire que ça. C'est extrêmement doux et à un moment, les yeux ont envie de se fermer. Et là, vous entrerez dans cet état très calme, très doux, qu'on appelle la transe. C'est un nom un peu vieillot, mais qui correspond à une sorte de massage du cerveau, vraiment un état de bien-être, de tranquillité. Il y a des moments où votre esprit va décrocher des mots, des phrases qui vont vous échapper comme ça. C'est très bien, c'est justement pour que vous puissiez lâcher prise. Et dans le décompte de 5 à 1,
peu importe le moment où les yeux vont se fermer, si vous avez envie, ça peut être au chiffre 5 ou prendre plus de temps. Et bien sûr, si vous voulez garder les yeux ouverts, ça ne pose pas de problème. Donc fixez ce point 5, sa couleur, sa luminosité, et puis simplement laissez-vous porter par ma voix et observez les premiers signes de cette intériorisation. C'est la respiration qui est déjà un cran plus régulière, un petit peu plus lente, mais ce sont aussi les sensations du corps, là où se pose la focalisation de l'attention. Donc ça peut être par exemple le contact de l'air contre le visage, contre les mains, et simplement le fait de s'intérioriser, la respiration ralentit encore, et pour lui donner une sorte d'élan vers le calme, on prend 2 inspirations profondes comme ça, comme pour passer à autre chose, pour rentrer à l'intérieur de soi. C'est très bien. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, la respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. J'aime bien cette image, quand on sent l'air qui se diffuse dans les poumons, c'est comme des racines de calme qui se diffusent. Et puis le corps se détend à son rythme pour entrer en transe, encore une fois à son rythme. 4. Et les sensations à partir de là vont se mettre en place toutes seules. C'est par exemple le poids de la respiration, un peu plus lente, un peu plus régulière, un peu plus lourde. Et on peut sentir le poids des bras, des jambes, de tout le corps se laisser traverser par les bruits. Et c'est un peu comme si le corps s'alourdissait tout seul pour laisser l'esprit au contraire s'alléger dans l'hypnose, planer un peu, rêver. Dans ce même mouvement, l'esprit plane et laisse le corps lourd qui pèse de tout son poids. Alors on peut aller en imagination et plus on rêve, plus on rentre dans l'hypnose. On peut imaginer ressentir le poids du corps sur la chaise, le fauteuil, le lit, pour ceux qui nous regardent de loin. Celui-ci ancré sur le sol ancré sur les fondations de cet endroit. Et on continue en rêve simplement pour décrocher ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre, et on rêve un peu plus loin. Le rêve, la Terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers, et l'univers ancré dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle une histoire, comme souvent avec l'hypnose, une histoire autour du sommeil, car l'hypnose et le sommeil se ressemblent, des états calmes, inconscients, de changement. Et c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus en transe, comme vous, à leur rythme, car emportés sur les ailes des rêves, la porte d'ivoire, la porte de corne, dont les songes sortent, par cette rêverie entre le conscient et l'inconscient, entre l'éveil et le sommeil, la transe, vous entrez encore un peu plus en vous-même. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez,
Alors même que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Les yeux fermés maintenant s'ils ne l'étaient pas. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration et votre inconscient qui va créer pour vous le plus beau des rêves, la plus belle rêverie, tout cela va vous faire entrer encore un peu plus en transe. Et aussi dans les différences que l'on ressent entre le conscient, l'inconscient, le préconscient, qu'on pense au moi, au ça, au surmoi, à la manière de se représenter à la fois la réalité, mais aussi le rêve de la réalité du rêve. Dans cette manière qu'ont les sensations, images, émotions, de se juxtaposer, de s'entremêler, de créer une autre réalité au fur et à mesure. On crée le réel intérieur, on rentre vers l'hypnose et on se sent de plus en plus calme, tranquille, serein. Et il n'y a pas d'effort à faire. Et cela me rappelle cette histoire célèbre du philosophe chinois qui rêvait d'un papillon. Et le papillon rêvait qu'il était un philosophe. Et il ne savait plus qui il était, où était la réalité entre le rêve, entre le papillon et le philosophe. Et dans cette perception, dans ce double monde, un monde intérieur, un monde perçu, un monde ressenti, vous entrez encore un peu plus en vous-même. Et la respiration se ralentit, se ralourdit, devient plus douce, plus régulière, un peu comme si on était dans une sorte de cocon à l'intérieur, dans une immobilité engourdie et douce, calme, sereine, protégée. Et c'est incroyable de penser que nous avons tous en nous cette capacité à être bien, qui demande juste à être travaillée, car l'hypnose peut apporter le calme au corps, le calme aux pensées, baisser la douleur, travailler sur la joie, sur soi. Beaucoup de choses sont ouvertes. Et cette ressource est à l'intérieur et cela demande juste un peu de répétition. Car plus vous ferez de l'hypnose, plus vous entrerez facilement, profondément. Il vous suffira de réécouter cette séance en replay, par exemple, et vous irez encore plus loin, plus facilement, et vous rêverez encore de nouvelles choses. Et ce matin, quand j'arrivais à la ville de Nice, j'ai vu la mer, la promenade, la célèbre promenade. Et tout de suite, j'ai eu envie de rêver. Et j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre cette ville merveilleuse, vous fasse vivre la mer si présente et si douce, et que vous puissiez retrouver aussi ce qu'il y a de profondément hypnotique à observer la mer, quand les vagues sont lentes, régulières, comme une respiration lente et régulière comme la vôtre, quand le regard se perd vers l'infini, quand on devine juste la courbure de la terre, quand on se sent bien, quand le vent caresse le visage et que l'on a l'impression de vraiment respirer, de vivre. On est là dans l'instant présent, posé, heureux, calme. Et puisque l'hypnose est le temps de l'imagination, j'aimerais que votre inconscient vous fasse imaginer ce que cela fait d'être un goéland, un bel oiseau. Imaginez vos bras se transformant en ailes si larges, majestueuses,
que le corps devienne léger et que vous puissiez regarder vers les nuages et vous dire, ils sont accessibles, tous les lieux, la mer, les montagnes, l'arrière-pays, et même encore plus loin, tout est accessible. Alors, au fur et à mesure, les images, les sons, les sensations vont se préciser, et je vais vous inviter simplement à prendre votre envol. La direction, le cap vous appartient, mais profitez déjà de cette liberté. C'est comme quand on plonge sous l'eau, cette possibilité d'aller vers le haut, vers le bas, finalement de ne plus être écrasé au sol et soumis à ses contingences, mais de pouvoir voler, planer, observer la ville de loin, toute petite, les gens de loin. Et quand on plane comme ça, comme les soucis semblent être loin, les inquiétudes, les stress, comme on doit respirer profondément et imaginer les reflets de lumière à la surface de l'eau, quoi de plus hypnotique? Imaginez le soleil qui se lève ou qui se couche, sortant de l'eau, s'y noyant dans les couleurs les plus belles qu'il soit. Et imaginez même, si vous le souhaitez, toute la quiétude de la nuit, la quiétude des étoiles, l'obscure clarté qui tombe des étoiles et la lune présente qui vous guide, et tout devient beau. Et on se sent connecté. Les gens qui font de la marche décrivent au bout d'un moment ce sentiment océanique de connexion. On peut l'avoir là maintenant, alors qu'on plane, qu'on vole, qu'on peut jouer avec les nuages, qu'on peut découvrir la nature, la mer. Vous êtes profondément libre. Et le corps le ressent, car autant l'esprit est léger, comme cet oiseau, ce goéland. Jonathan Livingstone, le goéland, c'est le livre qui nous a fait tous rêver. Autant le corps, lui, est de l'autre côté, lourd, calme, immobile. C'est comme s'il se reposait, et d'ailleurs, on dit qu'après une séance d'hypnose, on a à peu près la récupération d'une sieste. Et vous verrez tout à l'heure, la respiration sera tellement libre, régulière, profonde. Quelle merveille! Mais peut-être avez-vous envie de vous rapprocher de la mer, d'observer la transparence de l'eau, les poissons, les algues peut-être, ou peut-être d'autres animaux, d'autres plantes. Être un oiseau, se sentir libre, sentir le frémissement du vent dans ses plumes, observer tout avec une vue si précise et connaître en soi ce sentiment merveilleux d'insouciance, de calme, de liberté. Et vous pouvez toujours retrouver ce sentiment de calme. Laissez le corps, par exemple, serrer le pouce contre l'index pour associer cette sensation d'hypnose, de bien-être, de vol, de liberté à ce moment, à cet instant, tout en se disant que plus vous referez de l'hypnose, plus vous voguerez, plus vous irez loin. Être calme, se laisser porter par le bruit du vent, par le bruit régulier des vagues, peut-être par le son des autres oiseaux.
et regardez les nuages et devinez chez eux des formes, d'autres sous-formes, et alors que l'inconscient se connecte, se déconnecte, tout comme le conscient, le préconscient, alors que de l'autre côté, le corps est serein et calme et immobile. C'est une sorte de bien-être total qui se disperse et même l'esprit commence à se reposer. Plus on devient autre et plus on entre en transe et plus l'expérience se précise et plus on est calme. Alors, quand vous referez cette séance, vous pourrez profiter encore davantage de cette liberté, de ce vol, de ce calme qui va se développer de plus en plus en vous. Et simplement, en comptant de 1 à 5, quand vous le souhaiterez, vous pourrez sortir de transe très calme, prêt à vérifier que votre stress de 0 à 100 a bien baissé. Et ce n'est pas l'hypnose qui a fait ça, c'est votre inconscient, ce sont vos capacités. Vous êtes capable d'être plus calme, plus serein. Et si ça, ce n'est pas déjà un aperçu de ce que peut être le bonheur. 1, vous reprenez le contact au fur et à mesure. 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux et simplement observer les changements. Parfois, ça prend un petit peu de temps. On fait comme ça, comme si on avait fait une sieste. On se réoriente et puis on sent la différence. J'espère que vous le ressentez dans votre corps. Les muscles ont dû se détendre. Peut-être vous êtes-vous senti dans le corps un peu plus lourd. Et tout ça sur un temps, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de minutes. Donc le stress, ce n'est pas une donnée, ce n'est pas quelque chose qu'on a à supporter. Et il suffit de travailler sur la relaxation pour développer cette capacité de calme. J'ai l'impression que vous êtes un peu plus calme, ça va ? Ouais. J'entends un petit murmure de calme. En tout cas, pendant la séance d'hypnose, c'était très tranquille, hein. Beaucoup plus paisible. Peut-être que vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. C'est ce que j'allais vous proposer. Moi, je vais peut-être me permettre de vous poser la première. Est-ce que c'est important, hein, puisque là vous nous avez réveillés, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par exemple, est-ce qu'on peut s'endormir le soir en vous écoutant, et est-ce que c'est grave de ne pas se réveiller, ou est-ce qu'on peut partir dans le sommeil directement ? Ah non, alors ma chaîne YouTube est beaucoup utilisée pour le sommeil justement. J'étais un des premiers à l'avoir fait sur le net et avoir eu l'idée d'utiliser l'hypnose pour le sommeil, comme une sorte de sas. Là, simplement par commodité, parce qu'il va y avoir d'autres conférences, j'ai préféré vous faire sortir de l'expérience, mais on peut tout à fait rester dans cet état hypnotique et au bout d'un moment s'endormir. Vous savez, avant de dormir, vous avez ce qu'on appelle l'état hypnagogique. C'est un état un peu spécial. On a les idées qui deviennent un peu folles, parfois des couleurs, des images. On a parfois l'impression de tomber. Eh bien, on ne sait pas si l'état hypnotique est le même, mais en tout cas, on est dans un ressenti qui est excessivement proche. Donc, quand le corps est bien détendu, quand l'esprit est plutôt sur un mode inconscient où les pensées naissent toutes seules, c'est très facile de s'endormir. Mais si on avait travaillé sur le sommeil, eh bien, j'aurais fait une séance beaucoup plus longue et j'aurais fait en sorte que vous décrochiez davantage.
j'ai consacré beaucoup plus de temps. Vous avez certainement vu pendant la séance, il y a des moments où on essaye de se concentrer sur la voix et de suivre, mais on décroche. Ça s'appelle les stratégies de confusion et c'est une des nombreuses méthodes qui rendent l'hypnose maintenant accessible à tout le monde. À une époque, l'hypnose, c'était quelque chose d'autoritaire. C'était « vous me regardez droit dans les yeux, vos yeux se ferment ». C'était une contrainte et ça ne marchait qu'avec peut-être 10% de la population. Quand on est dans une hypnose qui est pacing and leading, accompagné pas à pas et guidé au fur et à mesure, tout le monde est capable de le faire. Il y a des gens plus doués, des gens moins doués, mais la pratique rattrape tout. Et pour moi, l'hypnose, c'est deux ou trois utilisations que je trouve formidables. C'est pour le sommeil, parce qu'elle peut promettre d'endormir quelqu'un. Et il y a peu de choses qui permettent d'avoir cet effet-là. Et évidemment, si elle a le choix entre des somnifères ou une séance d'hypnose, je préfère une séance d'hypnose. C'est aussi cet effet sur le calme. Même si on se sent très 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 mal, même si on est plongé dans ces ruminations, vous savez, le petit vélo qui tourne là, ça marche, on y arrive. Et puis, ça sert aussi magnifiquement pour baisser le stress. Donc moi, je trouve qu'on devrait avoir tout ça dans sa boîte à pharmacie, donc l'équivalent sur son smartphone. Et puis, quand on a envie de se détendre, on le fait. Quand on a mal à la tête, on fait une séance. Et j'aimerais que ça devienne un outil pratique. En tout cas, maintenant que ma chaîne a à peu près 1 million de vues par mois, ça commence à devenir quelque chose qui est vraiment courant. Voilà. Et je m'en réjouis parce que vous voyez que c'est gratuit, facile d'accès. Et la première expérience que vous avez eue, c'est vraiment le tout début. On a fait ça sur un temps court, une vingtaine de minutes. Si vous travaillez un peu plus, travailler c'est un grand mot, hein. On appuie sur play et voilà, ça va, c'est très raisonnable comme effort. Vous en aurez vraiment une expérience intéressante. Mes livres ont pour but d'aller un cran plus loin encore que ce que je fais sur ma chaîne YouTube et de proposer de vraies autothérapies qui vous guident semaine après semaine. Et l'hypnose est l'un des outils, mais il ne faut pas se passer de la relaxation plus simple, la respiration, la détente musculaire, l'exercice sur les ruminations dont on a parlé, etc., etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à lever la main. Je rappelle que Benjamin dédicacera 2 de ses ouvrages. Être zen, ça s'apprend. Bien dormir, ça s'apprend. Entre 16h et 16h30. Une question sur la droite. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, alors j'ai loupé le début, vous l'avez peut-être dit au début. La méditation, quelle est la différence entre hypnose et méditation ? C'est une très bonne question. Aux États-Unis, dans les recherches, on a tendance à tout mettre dans le même sac et je pense que c'est légitime. La méditation a pour but de vous faire garder le contact avec vos pensées et avec l'extérieur en général, ou votre respiration. Donc, on n'entre pas dans un état hypnotique, une transe très profonde. C'est quelque chose qui demande de l'application, des efforts. Parce que si, par exemple, vous voulez vous apprendre à vous centrer sur l'instant, votre respiration, vous allez décrocher, puis vous allez recommencer, puis vous allez décrocher. L'hypnose ne s'embarrasse pas de tout ça. Il n'y a aussi aucun côté spirituel, ça ne vient pas du bouddhisme, il n'y a pas de notion de bienveillance, de gratitude. Et on fait en sorte, sans effort, d'avoir directement un état dans lequel on lâche complètement prise, on est complètement à l'ouest, pour dire les choses très clairement, ce qui a l'avantage de créer une détente beaucoup plus forte. Donc quand on veut baisser le stress, c'est plus rapide. Et la deuxième différence, c'est que dans la méditation, on pratique la méditation pour la méditation. Et la pratique finit par faire des effets, mais ça se compte parfois en années. Dans l'hypnose, une fois que vous êtes dans un état hypnotique, vous avez une réceptivité inconsciente qui est beaucoup plus grande et donc on l'exploite. C'est-à-dire que, par exemple, pendant cette séance, si on avait fait de la méditation, je me serais arrêté au chiffre 1. Avec l'hypnose,
je vous ai fait vivre ce que c'était qu'être un goéland, la sensation de liberté, la légèreté, la respiration. Et les changements se sont mis en place tout seuls, à un niveau inconscient. C'est-à-dire que ce que vous avez ressenti d'agréable, vous n'avez pas eu à fournir un effort. Donc, pour moi, l'hypnose, c'est la méditation des paresseux. C'est très bien. C'est plus pragmatique pour commencer à travailler sur son stress. Les résultats sont plus rapides. Mais vous n'avez pas la longueur d'une expérience, parfois entourée avec quelqu'un qui vous apprend la méditation sur la longueur. Et c'est très bien la méditation, mais on n'est pas sur le même temps. L'hypnose, ce sont des thérapies brèves. Bon, mais moi j'aime ça parce que c'est pratique et agréable. Merci beaucoup. Une autre question ? Bonjour, merci. J'ai 2 questions en réalité. J'en profite d'avoir le micro. La première, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a mené à ce travail ? Est-ce que vous étiez très stressé, très clairement ? À la base, peut-être que ça a été une motivation pour apprendre et pour transmettre le savoir. La deuxième question porte sur l'hypnose. Y a-t-il une différence sur l'efficacité entre l'hypnose et l'auto-hypnose ? Alors, j'ai fait une grande école de commerce qui s'appelle l'EDEC, qui est dans le coin d'ailleurs, et j'ai détesté ça. Travailler dans la communication, je n'ai pas supporté, ça n'avait pas de sens pour moi. Et un jour, j'ai dit à mon père, j'aime écouter, j'aime conseiller, je sais écrire, je sais parler, que puis-je faire ? Il m'a dit, il parle un peu comme ça, mon père. Il m'a dit, t'as qu'à devenir psy. Bon. Mais c'était pas idiot. Et en fait, j'en crevais d'envie, mais je n'arrivais pas à l'admettre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir une dizaine de psys différents, toutes approches confondues. J'ai vu des psychanalystes qui faisaient de joyeux oui, oui, parlez-moi de votre mère. J'ai vu des psys en gestalt très space, et il y a une seule personne sur tout ce lot, alors ça coûtait cher, parce que la thérapie c'est horriblement cher en France, et c'est peu ou pas remboursé, et j'ai vu une psy qui faisait de l'hypnose directionnelle, et j'ai senti à un moment une sorte de flottement, et j'ai senti qu'il y avait un truc qui bougeait inconsciemment. J'étais pas une sorte de monolithe, ça m'avait touché à l'intérieur. Et quand je lui ai demandé de quelle manière elle allait m'aider, ce que je demandais à tous les psys, elle a su me répondre. Et donc, mon intérêt pour l'hypnose a commencé par ça. Et puis, ce qui me fascine dans l'hypnose, c'est que c'est de la magie laïque. C'est-à-dire que on fait ce que font les magiciens, on fait des choses incroyables, mais on ne vous demande pas de croire à la magie. Et c'est de plus en plus encadré par la science. Donc c'est un moyen de travailler sur soi extraordinaire. C'est fait pour les conteurs, c'est fait pour rêver, c'est quelque chose qui manque à notre société. Et en plus, on ne vous demande pas de croire aux énergies, aux réincarnations. Et moi, ça m'allait vraiment bien. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. Hypnose, auto-hypnose. Oui, hypnose, auto-hypnose. Avant, il y avait vraiment une distinction nette entre hypnose et auto-hypnose parce que tout simplement, il n'y avait pas d'enregistrement, peu ou pas. Moi, quand j'avais vu ces psys, elle m'avait enregistré avec un caméscope. Donc, il fallait que je vienne avec ma VHS. Je la reprenais chez moi. Je devais le mettre dans le magnétoscope. Vous voyez, c'était pas terrible. Et donc, on essayait d'apprendre aux patients de l'auto-hypnose parce qu'ils ne pouvaient pas avoir les hypnothérapeutes avec eux. Mais c'est pas très compliqué l'auto-hypnose, mais simplement on n'a pas la richesse d'un regard extérieur, de quelqu'un qui peut s'adapter à vous, de quelqu'un qui a l'expérience de l'hypnose, parce que l'hypnose, plus on la pratique, meilleur on est, très clairement. Donc, je vous dirais maintenant, avec tout ce qui existe sur le net, tout ce qui est disponible et gratuit, pourquoi s'embêter à faire de l'auto-hypnose ? Si ce n'est que, en faisant de l'hypnose, au bout d'un moment, par exemple avec ce décompte de 5 à 1, en fixant un point, vous allez réussir à faire de l'auto-hypnose comme ça, directement. Et on a comme ça une plongée en transe et une détente qui est plus rapide que celle de la méditation. Et c'est aussi très intéressant. Donc,
pour lâcher prise, baisser le stress, et pour les gens, les 30% de la population qui ont des douleurs chroniques, parce que si vous avez mal, vous faites de l'auto-hypnose, votre douleur va diminuer, et autant avoir cet outil comme ça immédiatement disponible, même si on peut faire tout à fait, encore une fois, un enregistrement, mais ce sera un peu plus rapide, et puis quand on est en pleine nuit et qu'on a mal, on fait une séance d'auto-hypnose. Mais dans l'absolu, si on connaît les protocoles, on peut faire la même chose en auto-hypnose qu'en hypnose, simplement moins pratique. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question courte, s'il vous plaît, madame. Bonjour, merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnothérapie, notamment, je pense aux personnalités psychotiques ou quand il y a des risques de décompensation? Merci. Alors, c'est une très bonne remarque. Quand vous écoutez des séances d'hypnose anglaise, on vous dit, surtout, sur YouTube par exemple, surtout ne conduisez pas votre voiture ou n'utilisez pas des outils lourds en industrie. Bon, évidemment, ce n'est pas une bonne idée de faire de l'hypnose à ce moment-là. Traditionnellement, on dit qu'effectivement, il faut éviter, pour les gens qui sont psychotiques, qui ont des pathologies psychiatriques en général, c'est une bonne mesure de prudence. Il faut se dire malgré tout que on a l'idée que l'hypnose, c'est une sorte de dissociation, qu'on se déconnecte du réel. Et comme on met les psychoses et la schizophrénie dans le même sac, je pense que par un excès de langage, on a peut-être un peu trop facilement à dire qu'il faut le déconseiller, comme si ça représentait quelque chose d'excessivement dangereux. Je trouve que cette mesure de précaution, elle devrait commencer à être réévaluée parce que pour des personnes ayant des pathologies psychiatriques, ça pourrait être un outil intéressant à rajouter pour pouvoir se détendre, être bien, travailler sur eux. Et évidemment, avec la limite que ça ne remplace pas les médicaments. Mais voilà, on déconseille aux patients psychotiques en général. Merci beaucoup. Benjamin Lubzinski, on vous applaudit. C'était passionnant. Et donc, on vous retrouve à 16h pour une séance de dédicace de 2 de vos ouvrages. Notre prochaine conférence portera sur le sujet tribunal et psychiatrie, coupable mais pas responsable, avec un échange là aussi qui s'annonce passionnant entre Daniel Zaguri et Franz-Olivier Gisbert. Je demanderai, s'il vous plaît, aux personnes qui ne sont pas inscrites de bien vouloir quitter la salle parce que nous sommes là aussi très très nombreux. Merci beaucoup et à tout de suite.